Salut tout le monde, MakerScott pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver pour faire la revue de ma dernière acquisition. C'est parti. Cette petite imprimante est l'Anycubic Mega X, la dernière née du constructeur Anycubic. Ce que je vous propose pour cette revue, on fait un petit tour d'horizon de la machine, ensuite on fait unboxing et assemblage rapide, puis on fait quelques tests et enfin je vous dis ce que j'en pense. Bien, donc c'est parti, commençons par donc, le petit tour d'horizon. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de l'Anycubic Mega X, la dernière de chez Anycubic. Elle vient tout juste d'être mise en vente sur leur site. Si vous voulez, pour vous situer un petit peu par rapport aux machines que j'ai déjà et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, elle se trouve entre la i3 Mega et la Chiron, toujours de chez Anycubic. On retrouve des caractéristiques communes à ces deux machines, comme l'écran tactile avec l'interface Anycubic, la surface d'impression ultra basse qui est une de mes surfaces d'impression préférées, plateau de verre qui, une fois qu'il refroidit, libère automatiquement les modèles. Franchement, c'est génial. Mais également le câble management qui permet de déconnecter facilement les composants comme la tête d'impression pour pouvoir faire une maintenance facile, le capteur de fin de filament, etc. Mais on retrouve également des caractéristiques propres à chacune des machines. Pour la Chiron, on a le guidage des axes X et Y sur profil aluminium, le double capteur de fin de course sur l'axe Z, même si dans le cas de la Mega X, il se trouve que c'est des capteurs physiques et pas optiques comme sur la Chiron. Et pour la i3 Mega, on retrouve le design de base général, la structure en acier, l'électronique qui se trouve à l'intérieur de la machine, le guidage de l'axe Z sur tige lisse et palier linéaire. Bref, on retrouve énormément de points communs avec la i3 Mega, et ça c'est principalement parce que ce sont toutes les deux des imprimantes de la même gamme, de la gamme Mega. Donc forcément, elles sont basées sur le même design et on va retrouver énormément de similarités. Et en ce qui concerne le volume d'impression, on se retrouve pile entre les deux avec un volume de 30 par 30 par 30. Bien, donc voyons maintenant la machine d'un peu plus près. Bien, donc commençons par la zone principale, la zone d'impression. Donc en ce qui concerne le plateau, on est sur un plateau chauffant de 30 cm de côté, comme je vous l'ai dit. Donc il a une surface d'impression de type ultra basse, qui est un plateau de verre avec un revêtement particulier qui va se rétracter en refroidissant, et donc les matériaux, enfin les pièces imprimées vont tout simplement se décrocher, ce qui est plutôt cool. Pour le réglage, on a, je ne sais pas si vous, on le voit ici, des molettes, comme d'habitude sur un plateau, mais celles-ci, comme vous pouvez le voir, sont bien plus grosses que d'habitude, ce qui permet de faire un réglage vraiment plus facilement. Donc le plateau peut monter jusqu'à environ 100 degrés, je pense, même si c'est pas vraiment nécessaire quand on imprime comme moi des matériaux comme du PLA ou autre, qui n'iront pas beaucoup plus haut que 60-70 degrés pour le plateau. Niveau tête d'impression, donc on a une 3D V6. Comme vous pouvez voir sur la photo, avec, comme vous pouvez voir, la partie bleue qui est une petite chaussette en silicone qui va se mettre autour du corps de chauffe, de façon à l'isoler des flux d'air, de la ventilation, et donc maintenir une température beaucoup plus facilement. Concernant la ventilation, justement, on a un ventilateur qui permet de dissiper la chaleur du radiateur et un ventilateur qui permet de refroidir la pièce qui se fait imprimer, bien qu'il souffle que d'un seul côté, et ça c'est un petit peu dommage. Petit clin d'œil à ma dernière vidéo. On continue. On a ici, comme vous pouvez voir, la partie verte qui est la fiche qui permet de déconnecter la tête d'impression du reste de la machine. Donc comme je vous l'ai dit, ça permet d'avoir une maintenance plus facile, c'est plutôt cool. Et elle se clipse en place, elle ne bouge plus une fois qu'elle est en place, ce qui est un plus par rapport à la i3 Mega version 1 que j'avais, avec une fiche qui pouvait bouger, et ça a fini par poser des problèmes avec la machine. On continue, donc on remonte le chemin. Donc, comme vous pouvez voir, on a un tube Téflon, ce qui veut dire que l'extrudeur est monté en Bowden, il est déporté, il est sur le côté, et il a la particularité d'avoir un design qui nous permet d'imprimer du filament flexible, du TPU. On verra ça un petit peu plus tard. Bien, donc ensuite on a notre capteur de fin de filament, je ne sais pas, on peut plus ou moins l'apercevoir ici, donc classique, c'est juste un petit switch à l'intérieur. Je ne suis pas trop fan de ça, puisque sur la Chiron j'avais pas mal de problèmes avec ce capteur. Il a fini par se déclencher quand il voulait, et avec la Chiron, le problème c'est qu'on fait généralement des gros prints. Et quand au bout de 72 heures on voit la machine qui est complètement arrêtée et qui attend juste qu'on lui remette du filament alors qu'il y a déjà du filament, c'est agaçant. Donc à voir s'il reste fiable. Et ensuite, donc, on a un support de bobine qui vient se fixer directement sur la machine, donc pas besoin d'avoir un support de bobine à côté. Et ici, vous voyez, j'ai installé la bobine de filament qui a été fournie par Anycubic. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, niveau structure, on a la structure principale qui est en acier, comme pour la i3 Mega, avec l'électronique qui se trouve là-dedans. Le guidage des axes se fait en profil aluminium pour les axes X et Y, ce qui nous permet d'avoir des écrous
excentrique, hein, donc pour pouvoir régler correctement les axes, et franchement c'est pas plus mal. Pour l'axe Z, on est toujours sur du palier linéaire avec des tiges lisses. Alors je suis pas trop fan de cette méthode, surtout que maintenant on peut avoir très facilement du guidage sur profil d'aluminium, parce que quand on a des paliers linéaires d'assez mauvaise qualité, ce qui arrive souvent avec des entrées de gamme, non pas que ce soit vraiment une entrée de gamme celle-ci, eh bien ils ont facilement tendance à perdre leurs billes, à faire des mouvements saccadés, ce genre de choses. Bon, là ça va, je pense que Anycubic n'a pas mis du matériel de base, hein, a mis quelque chose de correct, c'est un constructeur qui a fait ses preuves, et ça reste sur axe Z, l'axe qui est le moins sollicité lors d'une impression quand même, donc voilà, je ne m'inquiète pas trop. Niveau électronique, donc on a l'alimentation et la carte électronique qui sont dans la base comme je vous l'ai dit, et on a un écran tactile que vous ne voyez pas. Je vais baisser un petit peu la caméra et vous allez voir. Donc ici nous avons notre écran tactile avec la fameuse interface Anycubic dont je vous parlais, la même que sur la Mega, la même que sur la Chiron, mais un petit peu plus récente, un petit peu plus évoluée. Je vous montre. Ouais, ils ont fait carrément une petite vidéo à chaque fois qu'on allume la machine. C'est plutôt cool, ça sert pas à grand chose, juste à part à montrer que c'est pas du matos de base qu'ils nous filent, mais ça montre aussi que la carte électronique quand même, elle envoie derrière, hein, pour pouvoir sortir une animation comme ça, c'est pas mal. Donc, mis à part ça, le design a été un petit peu refait, hein, mais c'est juste du visuel, hein, le contenu reste plus ou moins le même. On a toujours nos trois options, nos trois menus, hein. Donc le menu setup qui nous permet de régler le langage, gérer la température, ce genre de choses, vraiment les réglages de base de la machine, hein, le statut, bref, les informations du firmware, ce genre de choses. Le menu Tools, là où on va pouvoir contrôler les axes, la préchauffe, ce genre de choses. C'est là où généralement on a un outil qui nous permet de régler le plateau, hein, un assistant qui nous permet de faire le réglage du plateau, mais hélas, il n'y en a pas. C'est dommage de ce côté-là, mais bon, c'est pas bien grave non plus. Et ensuite, le dernier, c'est l'onglet Print, hein, qui nous permet de voir tous les modèles qu'il y a sur la carte SD. Il s'agit d'une carte SD d'ailleurs et pas d'une carte micro SD, ce qui est plutôt pas mal, c'est plus difficile à perdre. Bien, et donc maintenant qu'on a vu la machine, on va passer à l'unboxing et l'assemblage. C'est parti. Et hop, comme par magie, on a remonté le temps, hein, l'imprimante est toujours dans sa boîte que vous pouvez voir ici. On est le soir où j'ai récupéré la machine, donc on va l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans et l'assembler, le tout assez rapidement. Bien, et donc je vais pas m'amuser à tout filmer, donc... Et voilà, donc on a d'un côté les pièces de l'imprimante, hein, au grand nombre de 2. Hein, comme vous pouvez voir, c'est une machine qui est déjà préassemblée comme les autres Anycubic au final, hein, la Mega, la Chiron et probablement toutes les autres de la même gamme. Et ensuite dans le carton, il nous reste un grand nombre de choses très bien emballées, hein. Déjà on a une bobine de filament, hein, de PLA blanc, donc ça c'était vendu avec la machine, ça faisait partie du kit, donc pas de surprise de ce côté là. Et ensuite dans ce sachet, on a tous les outils. Et on a donc tout ça à l'intérieur, hein. Donc déjà le câble pour pouvoir brancher la machine comme vous en doutez. On a ensuite le câble USB, hein, pour pouvoir relier la machine à un PC avec une paire de gants, c'est très gentil. Et surtout un lecteur de carte SD, très pratique puisque je n'ai pas de port carte SD sur mon PC. Ici on a tous les outils, hein, donc pour pouvoir faire la maintenance de la machine, une pince, des petites clés Allen, la visserie aussi pour pouvoir la monter, hein. Ensuite on a à côté 3 vis qui se baladent, on ne sait pas pourquoi, elles sont là, mais voilà, j'ai pas trop compris. Là on a les pièces du support de bobine, hein, donc qui va venir se greffer sur le côté de la machine, un petit peu comme celui de la Chiron. Une spatule que je n'utiliserai pas puisque comme je vous l'ai dit on a la surface ultra base et donc les prints se retirent très facilement de cette surface et une spatule en métal ne ferait que l'abîmer. Des pièces de rechange avec un capteur de fin de course et surtout une tête 3D V6 avec une petite chaussette en silicone, très pratique, de rechange donc, très bien. Le capteur de fin de filament, hein, qui vient s'ajouter à la machine, encore assez pratique. Et ensuite on a un petit débouche-buse, très sympa, hein. Donc bon là vous voyez probablement pas grand chose, mais à l'intérieur il y a tout simplement une petite pique qui vient se mettre dans la buse et qui permet de la déboucher au cas où on a brûlé un petit peu trop de filament.
La carte SD, bien sûr, hein, puisque cette imprimante, comme la Chiron ou la i3 Mega, ne fonctionne pas avec des cartes micro SD, mais avec des cartes SD. Et enfin, un manuel d'installation. Donc, alors là, il est en chinois et j'ai pas l'impression... Ah, si, voilà. J'ai de l'anglais dedans, donc ça ira. Pas de souci de ce côté-là. Bien, donc maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Et bien évidemment, je ne vais pas m'amuser à tout vous filmer puisque comme vous en doutez, ça va être très simple à monter. Hein, on a quelques vis à mettre et c'est tout. Donc, on prend ces deux pièces, on rajoute le sac d'outils avec tout, on mélange et voilà, tout est assemblé. Donc 8 vis à mettre, un peu plus avec le support de bobine et le capteur de fin de filament qui sont à ajouter. Ensuite, il ne reste plus qu'à tout brancher, hein, 4 prises à brancher et l'imprimante est bonne à utiliser. Et donc, on se retrouve ensuite pour la prochaine partie de la vidéo. Bien, donc on a vu la machine, on a vu l'unboxing et l'assemblage, donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est tester. Donc première chose que j'ai fait une fois que la machine était montée, branchée et tout, eh bien c'est régler le plateau. Donc comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment d'assistant qui nous permet de faire le réglage du plateau, on n'a pas de sonde ou quoi que ce soit, donc à l'ancienne, feuille de papier, on place la buse à son Z-Home et on la place aux quatre coins, hein, on fait le réglage avec la feuille de papier jusqu'à ce que ça frotte, bref, vous connaissez la chanson. Donc là, ça a été un petit peu facilité grâce à ces molettes qui sont quand même vachement grosses et qui donc permettent de faire un réglage vraiment très fin. Hein, donc ça prend un petit peu de temps, mais au final, ça marche très bien. Et une fois que c'est fait, j'ai commencé à imprimer. Donc j'ai commencé par le modèle qui était sur la carte SD, à savoir ce petit hibou. Il y en avait deux, mais il y en a un qui est passé derrière le meuble un peu plus tard et j'ai la flemme d'aller chercher. Donc on va voir ça d'un peu plus près. Hop, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il s'est relativement bien imprimé, mais on a quand même pas mal de petits fils. Hein. Et ça, ça vient du fait que le modèle, comme il a été généré, est fait pour s'imprimer à 260 degrés. Et moi j'ai imprimé ça avec du PLA. Donc oui, c'était pas forcément les paramètres recommandés pour ce matériau. Hein, donc le problème c'est qu'à cette température, le PLA est vachement liquide et la rétractation n'aide pas vraiment à empêcher d'avoir ce phénomène de fil. Mais bon, ça c'est quand même bien imprimé je trouve pour un problème de température pareil. Donc ensuite j'ai imprimé ceci, une tour de température avec ce filament pour voir un petit peu vraiment à quelle température il allait pouvoir s'imprimer parce que c'est pas en imprimant le e-book que j'allais avoir une idée. Donc le résultat est évidemment pas 260 degrés, c'est 185 degrés, hein, c'est à peu près là où on commence à avoir un bon résultat, donc eh bien 185 degrés, voilà, c'est presque 100 degrés d'écart par rapport à ce que j'avais testé. Donc ensuite, eh bien j'ai commencé à faire mes tests, hein, à commencer par ceci, un modèle de test pour imprimante 3D, c'est un Ctrl V3, il me semble, de modèle. Donc en fait, c'est un modèle qui va mettre à l'épreuve l'imprimante 3D en imprimant différents types, hein, des dômes, des trous, des creux, des pics, des ponts, ce genre de choses. Et bon, le résultat n'est pas parfait, attention, hop, mais je trouve qu'il est plutôt correct pour un print sans paramètres particuliers. Vous pouvez voir, on a de l'overhang, on a un pic, on a des trous, des gravures, des lettres en relief, bref, il y a pas mal de choses. Et eh bien, le fait est que là, je suis sur des paramètres de base. Tout ce que j'ai fait, c'est enregistrer l'imprimante sur Cura, hein, pris le profil d'impression générique PLA et changer la température avec ce que j'avais trouvé. Donc forcément, il y a encore pas mal de réglages à faire, mais je trouve que pour une impression sans réglage, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, pour rester sur les tests, j'ai imprimé ceci, un petit cube de test qui s'est imprimé sans problème. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Il y a juste ici à ce niveau là, je ne sais pas, on voit pas très bien la caméra, mais en fait la coque est pas super bien reliée au bord, mais encore une fois je pense que c'est juste des problèmes de réglage. Sinon il s'est plutôt bien imprimé, on n'a pas de souci de ce côté là. Et ensuite j'ai continué à imprimer plusieurs modèles pour tester un petit peu l'imprimante. Donc j'ai imprimé ceci, un petit œuf de dragon. C'est un modèle que j'imprime souvent pour tester mes imprimantes puisque bon, c'est un modèle organique, il est en plusieurs parties. Hein, vous pouvez voir, ça se dévisse, voilà, ça se dévisse, donc on a un dôme, on a un overhang, on a une partie mécanique, on joue un petit peu sur la tolérance de la machine pour pouvoir visser tout ça, bref,
c'est plutôt pas mal, je trouve, comme modèle pour tester l'imprimante. C'est pas parfait non plus, mais ça montre un petit peu ses capacités. Alors, le résultat est un petit peu mitigé parce que déjà, il est à 50% de sa taille, mais quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. La première couche était un petit peu écrasée, par contre. Ensuite, pour rester sur les tests de tolérance, ce que j'ai imprimé, c'est un tolérance test fait par le Maker's Muse. Hein, donc c'est un test qui va nous permettre de tester la tolérance. Hein. On a plusieurs valeurs, 0,5, 4, 3, 2, 1,5 je crois, ouais. Bref, c'est un test qui est plutôt pas mal pour voir un petit peu les performances de notre machine. Donc avec des réglages de base, j'arrive à libérer le 0,5 sans problème. Le 0,4, j'ai un petit peu galéré et les autres, bah, je les ai cassés. Voilà, donc là en fait c'est parce que la première couche s'est fusionnée. Parce que sinon, bon, le 0,15, même pas la peine d'y penser. Le 0,2, à mon avis, ça serait pas passé. Mais le 0,3, je le vois bien libéré quand même sur les bords. Je sais pas si on peut voir. On voit bien quand même qu'il y a un petit encart qui permettrait de le libérer assez facilement. Donc c'est juste la première couche qui est un petit peu trop écrasée. Et ensuite, ben, j'ai imprimé quelques modèles juste pour m'amuser. Un petit Evoli. Hein, c'est plutôt sympa, hein, donc c'est juste un modèle organique et c'est mon Pokémon préféré, donc je me suis dit pourquoi pas. Et mis à part qu'il aurait peut-être nécessité quelques supports à certains endroits où ben, en fait ça s'imprime dans le vide, le résultat est plutôt sympa. Et j'ai aussi imprimé ceci, un mousqueton, hein, en deux parties, donc là ça marche nickel. Ce plastique est un petit peu plus rigide que les PLA que j'ai l'habitude d'utiliser, mais dans l'ensemble le résultat est plutôt propre. Mais comme je vous l'ai dit, cette machine peut également imprimer des matériaux flexibles. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une bobine de filaments flexibles et j'ai fait quelques tests. Une petite bande qui est censée pouvoir se verrouiller en place. Vous savez, c'est genre pour pouvoir enrouler des câbles. Donc là, c'était juste un test. Ce matériau fait quand même pas mal de fils qui se baladent. Bon, surtout quand on l'imprime pas seul. Mais voilà, c'est comme ça marche. C'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. J'ai également imprimé ceci. Bon, vous voyez là, par exemple, on a pas mal de fils. C'est censé pouvoir tout se regrouper en une boîte, comme ça, plus ou moins, voilà. Mais bon, c'est plutôt pas mal et ouais, c'est du filament flexible. C'est la première fois que j'arrive à imprimer ça. Et ensuite, ben, j'ai imprimé un dernier modèle en filament flexible, un modèle en vase mode. Et alors là, bah... hop, ça marche nickel. Franchement, c'est génial, je trouve. Alors, le modèle n'est pas généré super bien. Hein. Il y a quelques imperfections, mais c'est pas forcément le plastique, à mon avis. C'est surtout le modèle, comme il a été généré, enfin le G-code lui-même. Donc bon, c'est pas trop mal. Et je pense que je vais faire d'autres essais, mais je sais pas trop quoi faire. Donc si jamais vous avez des idées, de ce que je pourrais faire avec du filament flexible, et épargnez-moi les chaussures s'il vous plaît, ça prend beaucoup de filament pour pas grand chose, et ce filament coûte quand même 2 fois plus cher que le filament normal. Donc bon, mais des petits modèles qui pourraient être sympas en flexible, faites-le moi savoir. Bien, donc niveau test, eh bien franchement c'est un début qui est assez prometteur. Il y a pas mal de réglages à faire, comme je vous l'ai dit, mais je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. Ok, donc du coup qu'est-ce que je pense de cette machine? Commençons par les points négatifs, parce que oui, forcément il y en a. Et il tourne autour du plateau. En fait, ce qui m'embête, c'est pas tant le plateau en lui-même, c'est juste le fait que il n'y a pas d'outil pour nous aider à régler le plateau. Même pas un petit outil sur le firmware qui nous permet de placer la buse aux 4 coins et au centre de la machine pour pouvoir le régler. C'est dommage, même la Tronxy XY2 qui est une imprimante à 150 € a cette option. Et ça manque un petit peu parce qu'on est sur un plateau de 30 cm de côté. Même si c'est une plaque de verre, à cette taille il commence à y avoir des aspérités, quelques imperfections qui font que c'est pas forcément parfaitement droit. Hein. Sur un plateau de 20 par 20 en verre, bon, ça peut passer. Mais par exemple, prenons la Chiron. La Chiron est gigantesque, hein, elle a un plateau de 40 par 40, ce qui n'est pas beaucoup plus grand que ça au final. Eh bien, on a un système qui nous permet de cartographier le plateau pour être sûr de pouvoir imprimer correctement sur toute sa surface. Là, la taille des molettes pour pouvoir régler le plateau aide, hein, c'est sûr, mais ce n'est pas non plus parfait. Hein. Et à l'avenir, je vais voir, mais je ne sais pas trop si ça va vraiment me permettre de pouvoir imprimer sur toute la surface du plateau. Bref, mis à part ça, on a aussi quand même sa taille. Alors oui, je sais, j'ai acheté une imprimante qui fait 30 par 30, donc forcément, je ne peux pas vraiment me plaindre du fait que le plateau fasse 30 par 30. Mais en fait,
avec un plateau de 30 cm de côté, on a une envergure de presque 60 cm de côté. Ça commence à faire beaucoup. J'ai dû tirer ce meuble pour pouvoir éviter que le plateau ne cogne contre le mur. C'est la même chose que j'avais avec la Chiron, qui faisait que je ne pouvais pas la garder dans ma chambre, mis à part le fait que je n'allais pas rester éveillé pendant 72 heures pendant certains prints, et que même dans mon atelier, j'ai eu un petit peu de mal à la placer. Ces machines sont gigantesques. Et en fait, bon, le design est fait comme ça et ça ne me dérange pas. Mais au bout d'un moment, quand on agrandit la taille du plateau, passer une certaine taille, il faut arrêter de le faire bouger en Y et commencer à le faire bouger en Z. Ça permet d'avoir des imprimantes avec des tailles plus réduites pour un volume d'impression plus important, et surtout ça permet plus facilement de faire des caissons pour ces imprimantes, ce qui permet de les isoler et d'imprimer des matériaux un peu plus capricieux comme de l'ABS ou ce genre de choses. Alors que là, avec cette machine, il faut un caisson qui soit plus grand que l'envergure de la machine. Ça commence à faire beaucoup. La Chiron c'est pareil, et le caisson serait gigantesque. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est vraiment, le design il est comme ça. Et bon, au final, là ça va, c'est pas trop dramatique. Bien, maintenant passons au point positif. Eh bien, il y en a quand même aussi pas mal. Déjà, on a la structure en acier qui rend la machine vraiment fiable, vraiment robuste. Ça donne en fait, ça donne confiance en la machine, ce qui est plutôt pas mal. On a l'interface, comme je vous l'ai dit, est plutôt agréable à utiliser. Ça me change un petit peu parce qu'aujourd'hui tout ce que j'ai, mis à part ça, c'est la Tronxy X1 avec son écran monochrome et les 5 boutons pour naviguer. Donc un écran tactile pour pouvoir se balader dans les menus, choisir le modèle que l'on veut imprimer, ça fait du bien, voilà. Ensuite, on a également le plateau. Déjà la surface ultra base qui est géniale, et sa taille aussi. Je sais que je l'ai mis dans les points négatifs, mais c'est aussi dans les points positifs. Souvent, quand j'avais que des imprimantes en 20 par 20, je tombais sur des modèles que je voulais imprimer, mais qui ne rentraient pas sur le plateau. Dépassé de quelques centimètres seulement. Mais là, bon, je trouverai toujours des modèles plus grands que ce plateau, mais ça sera déjà un peu plus compliqué. Donc ça me permet d'imprimer vraiment des modèles qui me plaisent, sans avoir besoin de les réduire un petit peu ou de les redécouper en plus, ce genre de choses. Donc c'est un bon point. La surface ultra basse, comme je vous l'ai dit, est vraiment géniale. C'est une de mes surfaces d'impression préférées. Ensuite, on a les points positifs que l'on retrouve sur les AnyCubic. La maintenance facilitée par le câble management qui permet de se décrocher. Le capteur de fin de filament qui, s'il fonctionne correctement, est quand même un plus. Les options du style reprise de l'impression après coupure de courant, pareil, c'est toujours un plus. L'extrudeur qui permet d'imprimer du filament flexible. C'est la première fois que j'arrive à imprimer du flexible. Parce que normalement, quand j'essaie d'en imprimer, ce qui se passe, c'est que le filament s'enroule à l'intérieur de l'extrudeur, autour de la roue dentée. Et c'est en plus, si on ne le fait pas gaffe de suite, c'est vraiment embêtant à retirer. Donc forcément, là, pouvoir enfin imprimer du flexible, je trouve que c'est plutôt cool. Et ses performances générales aussi sont plutôt pas mal. Je n'ai fait quasiment aucun réglage pour imprimer et j'ai déjà des primes qui sont plutôt correctes, vraiment correctes. Surtout le mousqueton qui est au final très simple, fonctionne très bien. Donc moi je trouve qu'avec un petit peu de travail, on peut obtenir vraiment quelque chose de très propre. Donc bonne performance, machine correcte, bref. Mon avis est plutôt positif sur la question. Et le prix dans tout ça? Eh bien, elle a été mise en vente pour 400 $. Donc avec les frais de port, vous en aurez pour environ 400 €. Ce qui est, d'après moi, un très bon rapport qualité-prix pour ce que l'on obtient avec cette machine. Alors, gardez en mémoire que c'est mon avis à chaud. J'ai cette machine depuis même pas une semaine. Donc, il évoluera peut-être au fil du temps. Et comme pour la Chiron, la i3, etc., je vous referai une vidéo d'ici un mois ou deux pour vous dire ce que j'en pense réellement. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis conquis. Donc oui, le rapport qualité-prix est très bon. Alors du coup, est-ce que je peux vous recommander cette machine? Eh bien, ça dépend. En fait, c'est le même problème que j'ai avec la Chiron. La machine commence à être vraiment imposante, on ne peut pas la mettre n'importe où. Donc, si jamais vous voulez juste acheter une imprimante 3D pour tester et que vous avez ce budget, vous pouvez sans doute trouver une imprimante à taille normale avec de très bonnes capacités, plutôt que d'acheter une machine aussi grande. Mais si vous en avez l'utilité, si vous voulez justement une imprimante avec un volume un peu plus grand que d'habitude, franchement, pour ce prix-là, c'est une très très bonne option. Donc oui, si vous en avez l'utilité, si vous avez envie d'une imprimante avec ces caractéristiques en particulier, avec ce volume d'impression, moi je dis, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Je vous la recommande plus par rapport à la Chiron d'ailleurs, puisque la Chiron a déjà été un petit peu hors de prix pour ce que c'était, au final une imprimante juste en profil d'aluminium avec un gros plateau, mais surtout celle-ci quand même prend moins de place que la Chiron, et au final on n'a jamais vraiment besoin de toute la place du plateau, sauf cas particulier, mais encore là c'est si vous en avez vraiment besoin. Donc franchement, plutôt une bonne affaire je trouve. Bien, donc je pense qu'on a fait le tour, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part.
dans les commentaires, par mail, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, eh bien, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!